Nous sommes déjà dans la 4e heure de cette matinale. Merci à vous de venir de plus en plus nombreux agrandir la grande famille de Radio Pays dans ce Pays Matin du mercredi 25 septembre 2024. Rebonjour Arnaud. Rebonjour Kylian, bonjour à tous. Dernier grand journal qui commence par les titres. Dans l'actualité de ce mercredi 25 septembre, le verdict est tombé hier soir. Germain Balmokoun retourne en prison après une semaine de procès en appel pour l'assassinat de son épouse. On y revient dès le début de ce journal. Au programme également des avancées dans le projet de centre de santé à Sinamari, commune des Savanes touchée par un désert médical. Le bouillon d'Awara, un patrimoine culinaire partagé. Un chercheur du CNRS a rendu public ses travaux sur ce plat traditionnel de Guyane, ses origines, ses consommateurs et ses évolutions. Les précisions dans quelques instants. À Makouria, opération sensibilisation à la sécurité routière. Des gilets jaunes ont été distribués aux usagers de la route à RN1, particulièrement accidentogène. Et puis enfin un portrait, celui de Clarissa Taoulewali da Silva, la militante pour les droits des peuples autochtones et récemment diplômée aux Beaux-Arts. La jeune Kaligna n'a pas hésité à exposer sa tradition, sa culture au sein de la prestigieuse école d'art parisienne. On y revient à la fin de ce journal. Voici les 8h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous. Merci beaucoup Arnaud. Juste après Carole Maté, nous allons continuer cette discussion intéressante. Doit-on nécessairement souffrir pour réussir? Et finalement, qu'est-ce que la réussite quand on souffre? C'est cela. Donc, entre souffrance et réussite, est-ce que nous ne sommes pas dans une époque où ça a bougé, ça évolue et que la question se pose, est-ce que ça en vaut encore la peine? Bon, on verra tout ça dans 10 minutes sur Radio Pays. On vous attend pour en parler avec nous, 05 94 36 36 06. Deuxième partie de cette heure dans le supplément Pays, nous parlerons de la semaine bleue qui commence dès le lundi 30 septembre avec mes invités qui seront présents. Vous pourrez découvrir le programme de cette nouvelle semaine bleue et savoir de quelle manière vous qui êtes directement concernés pouvez être accompagnés. Vous serez les bienvenus pour en parler avec nous. Le numéro du standard, il est gravé dorénavant dans vos têtes. 05 94 36 36 06. Facile comme tout. Vous venez, vous appelez, vous discutez et c'est ça l'esprit Radio Pays. Mais pour l'instant, ce dernier grand journal commence. Et vous le disiez en titre, Arnaud, l'information que vous nous partagez depuis ce matin 5h, le verdict est tombé dans le procès en appel de Germain Balmokoun. Très tard hier soir, la cour d'assises a rendu son verdict après une semaine de procès en appel concernant Germain Balmokoun, ancien adjoint au maire de Saint-Laurent-du-Maroni, accusé de l'assassinat de son épouse Touatranti. Alors que ses avocats plaidaient de l'acquittement, Balmokoun est reconnu coupable, mais avec une peine légèrement réduite. Il est condamné à 22 ans de réclusion criminelle contre 25 lors de son procès en première instance. L'avocat général avait pourtant requis une peine de 30 ans de réclusion, mais malgré cette décision, la défense n'exclut pas de se pourvoir en cassation. Janina Narcisse, saine et sauve. Oui, habitante de Makouria, âgée de 86 ans, portée disparue depuis plusieurs jours, a été retrouvée hier en après-midi. Après avoir passé 4 jours à l'extérieur, elle a été découverte dans un état relativement bon compte tenu de la durée de son absence. L'octogénaire a été localisé dans une impasse à Makouria. C'est une personne qui l'a reconnue et qui a immédiatement alerté sa famille, permettant ainsi de la ramener en sécurité, indique la gendarmerie. Le projet de centre de santé de Sinamari se précise. Un premier comité de pilotage s'est tenu la semaine dernière en présence notamment du maire de la commune, de l'ARS et des représentants du centre hospitalier de Kourou. Le futur CDS va proposer des consultations de médecins généralistes spécialisés en périnatalité, pédiatrie et des sages-femmes. Depuis le départ à la retraite du docteur Serge Co en décembre dernier, Sinamari souffre du manque de médecins. Avec son voisin du CDPS d'Irakubo, le centre de santé devra répondre aux besoins médicaux d'un bassin de population d'environ 5000 personnes, dont une part importante de seniors. Pour Marine Barthélémy, chargée du développement de l'offre ambulatoire et de proximité à l'ARS Guyane, ce centre de santé était bien nécessaire. Le docteur Code est parti. Il avait une très forte patientèle, une patientèle de personnes âgées, de femmes de tous âges, mais notamment pour des consultations autour de la périnatalité et de la pédiatrie. Donc, il va y avoir des consultations de médecine générale, de sages-femmes, puisqu'aujourd'hui, les sages-femmes prennent en charge les femmes pour la périnatalité, mais aussi pour le suivi gynécologique, et des consultations avancées, puisqu'il y a 30% des adultes qui consultent sur les territoires ont une maladie chronique, notamment cardiovasculaire, diabète et des cancers. Donc, il va y avoir des consultations avancées du CHK ou des autres établissements hospitaliers au sein du centre de santé pour répondre à l'ensemble des besoins et assurer le suivi chronique des patients.
Un propos recueilli par Étienne Cornec. Et pour rappel, des soins de médecine générale sont pratiqués actuellement à la PMI de Sinnamary. Le centre de santé de Sinnamary, quant à lui, devrait ouvrir officiellement en janvier 2025. Nous continuons à parler de Sinnamary par le biais de son maire, Michel-Ange Jérémy, qui est également président de l'association des maires de Guyane et qui sera ce midi l'invité du grand forum de Gilles Vernet. Il sera question, et nous en parlions avec notamment l'invité de Victor Zamit du tout premier salon des maires de Guyane. On en parle également ce matin, 8h08, du nouveau collège de Mancineri qui est prêt à accueillir ses tout premiers élèves. Après quelques semaines de retard pour les dernières finitions des travaux, les 600 élèves découvrent ce matin le nouvel établissement. Le collège comprend 14 classes banalisées, des salles de technologie et un réfectoire doté d'une production alimentaire indépendante, garantissant ainsi une autonomie dans la préparation des repas pour les élèves. Le MDES a effectué sa rentrée politique hier. Une rentrée à une date symbolique, car le 24 septembre 1871, la France prenait possession de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Le parti politique qui prône l'autonomie du territoire a voulu faire le point sur la situation en Guyane. Il déplore notamment la souffrance de la population sur l'insécurité, la vie chère, le logement, l'éducation et la santé. Pour Fabien Canavi, secrétaire général du MDES, les réponses à ces problèmes doivent venir du peuple guyanais. Et donc cette situation de survie de la population, nous souhaitions mettre l'accent sur cela et surtout dire qu'il faut apporter des réponses. Et les réponses vont venir de la population. C'est ce que nous avons voulu dire parce que j'ai tendance à dire que nous avançons sur deux pieds. Nous devons avoir ce travail local, ce travail de nos élus au sein de nos collectivités qui ont un petit peu retracé l'activité qu'elles mènent. Mais c'est insuffisant. Nous avons appelé à renforcer le MDES, nous avons appelé à réagir localement pour que le chaos cesse. Nous sommes entrés dans un processus qui est un processus de longue haleine, mais qui pour nous est prometteur. C'est déjà unifier, rassembler la population, éveiller les consciences pour que nous puissions comprendre que les réponses, les solutions vont venir de nous-mêmes. De ne pas attendre sur l'autre, de ne plus tendre la main, mais de travailler à ce que nous puissions faire ensemble pour notre pays et par nos propres moyens. Fabien Canavi, le secrétaire général du MDES. 8h09, le bouillon d'Awara, un patrimoine culturel partagé. Une conférence sur le bouillon d'Awara s'est tenue hier soir à l'Ancre à Cayenne. Le chercheur du CNRS, Emmanuel Garnier, en partenariat avec la confrérie du bouillon d'Awara de Guyane, a réalisé des recherches sur les origines de ce plat typique de chez nous, que vous le savez, que l'on déguste traditionnellement à Pâques. L'historien a trouvé des traces de sa consommation qui remontent au XVIIe siècle. Selon lui, le bouillon d'Awara est devenu le plat guyanais au fil des années. L'historien que je suis, au terme de 8 mois à peu près de recherche dans ces archives guyanaises et puis pour partie dans l'Hexagone, démontre que l'histoire de l'Awara et du bouillon d'Awara, c'est la création de ce que j'appelle un bien commun. C'est-à-dire que ça peut pas être approprié par un groupe, par une communauté en particulier. En revanche, il appartient à tous. Et c'est ce que montre la profondeur historique, à savoir que finalement la plupart des communautés historiques de Guyane ont contribué à l'élaboration progressive du plat que nous connaissons aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important. Vous avez parlé d'identité. Oui, alors faut-il le conjuguer au pluriel, possible aussi. Toujours est-il que toutes les communautés historiques de Guyane ont en commun l'Awara à un moment ou à un autre. Et Emmanuel Garnier, chercheur historien du CNRS, il était l'invité de l'émission Supplément Pays. Une distribution de gilets jaunes pour sensibiliser à la sécurité routière. Et ça s'est passé lundi soir au rond-point de Soula à Makuroya sur la RN1. L'initiative était organisée par la mairie et la préfecture de Guyane. L'objectif était de rappeler aux usagers de la route que le port du gilet jaune fluorescent est obligatoire aux cyclistes et aux deux roues, mais aussi aux automobilistes à l'arrêt en cas de panne. Le but était aussi de les inciter à emporter systématiquement lors de leur déplacement. Pour rappel, les routes guyanaises ont été particulièrement accidentogènes cette année. Depuis janvier 2024, 19 personnes ont trouvé la mort et 554 ont été blessées. Laurence Zézine, chargée de mission au service développement social urbain à la mairie de Makuroya, explique l'utilité de ce gilet. Les automobilistes ont besoin de leur gilet dans le cas où ils auraient un accident de la route. Et à ce moment-là, vous devez, vous automobilistes, conducteurs, même les passagers d'ailleurs, disposer d'un triangle de sécurité et d'un gilet à haute visibilité. Cette route accidentogène, nous le voyons régulièrement, que ce soit sur les réseaux sociaux et au niveau des médias, a besoin que nous continuions à faire de la prévention sur les routes. Il était prévu que ça dure à peu près 1h15, 1h30, mais on a une forte affluence de beaucoup de
cyclomoteurs, de piétons. Et les 200 gilets que nous avions prévus à distribuer aux usagers de la route, les 200 gilets sont partis en une demi-heure, 3/4 d'heure. Un franc succès. À croire que les gens se sentent responsables de leur sécurité, effectivement. Pu entendre Laurence Zizine, chargée de mission au service développement social urbain à Macouria. Elle répondait à Pedro Polanco. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur la page Facebook de Radio Pays. On en parle également ce matin de Clarisse Taoulé-Wally da Silva, diplômée du premier cycle des Beaux-Arts à Paris. On la connaît pour son militantisme pour les droits des peuples autochtones, remplaçante du député Davy Riemann, mais c'est avant tout une jeune artiste qui vient de valider ses 3 premières années d'études en la matière. Alors si la jeune femme a pu se former aux différentes techniques artistiques dans une école renommée, c'est parce qu'elle a réussi le concours d'entrée en 2020, puis passé les différents entretiens qui lui ont permis d'intégrer l'atelier où sont passés des grands noms de l'art contemporain comme Jamel Tata. Même face à un public européen, c'est tout naturellement que Clarisse da Silva a choisi d'intégrer des références Caligna dans son travail. À la question « Quel artiste vous inspire ?», Clarissa da Silva répond « Les perlières et les potières de son peuple qui sont à ses yeux à la fois artisans et artistes. » Il m'a dit vous les voyez comme des artistes, pas des artisans. J'ai dit bah non, ça reste un art en fait. Ça reste une pratique artistique, il y a des symboles qui sont créés, ce sont des dessins. Ce n'est pas parce que je les place sur une feuille et qu'on les encadre que c'est une toile et que ça devient énorme. Non, il n'y a pas de limite pour moi. Et je pense que c'est aussi le piège qu'on a de devoir mettre une étiquette sur chaque pratique. Je pense que c'est un piège qu'on a. Désolée, mais quand je vois la manière dont les perlières, elles font les colliers, je me dis, mais ça, c'est un art à part entière parce que on le fait en couture, on le fait en énormément de choses ici dans le monde moderne, occidental. Et on voit ça comme une œuvre d'art. Là, je parle forcément des tenues haute couture. Je parle vraiment des choses comme ça. Alors que pour eux, c'est une œuvre d'art, cette robe faite de perles. En fait, c'est la même chose chez nous. Clarisse Taoulé-Wally da Silva, diplômée aux Beaux-Arts, elle répondait à Alice Hartemann. Et puis elle entend bien présenter ses œuvres en Guyane. En attendant, elle poursuit actuellement sa 4e année. La jeune artiste rentrera bientôt puiser son inspiration dans les différentes formes d'art traditionnelles de sa terre natale. 8h14, un mot d'Haïti qui se retrouve au centre des préoccupations à l'ONU. Le pays se trouve inscrit au menu des réunions en marge du débat de l'Assemblée générale de l'ONU cette semaine. Lors d'une réunion de haut niveau lundi visant à soutenir les solutions proposées par les Haïtiens, Amina Mohamed, la vice-secrétaire générale de l'ONU, a exhorté les donateurs à se mobiliser, à répondre aux besoins urgents et à s'engager à fournir une aide au développement à long terme qui s'attaque aux causes profondes de l'instabilité. Elle s'est néanmoins félicitée du déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en juin, saluant l'engagement du Kenya, du Belize et de la Jamaïque qui ont déjà déployé du personnel dans le cadre de cette mission, mais rappelle qu'il reste beaucoup à faire tant sur le plan de la sécurité mais aussi de l'éducation ou encore pour la santé. On le rappelle, la situation sécuritaire en Haïti reste extrêmement préoccupante, émaillée d'instabilité politique et de violence des gangs. Situation donc à suivre avec beaucoup d'intérêt et d'attention. On termine avec du basket féminin, Arnaud, et la Magic Team qui a été largement dominée par l'ASL Sport Guyanais hier soir. La rencontre de Coupe de France de basket disputée hier soir a vu la Magic Team se heurter à une équipe de l'ASL Sport Guyanais particulièrement en forme. Les Cayennaises ont assuré une défense solide et une agressivité efficace en attaque, des ingrédients qui leur ont permis de creuser l'écart tout au long du match. La partie s'est soldée par une large victoire de l'ASL Sport Guyanais avec un score final de 78-28. Ce soir, la deuxième affiche des quarts de finale féminine de basket en Coupe de France, USLM Montjoly, ASC Tours à 19h au stade au Hall Ardio Paviro à Rémire-Montjoly. Merci beaucoup Arnaud, vous êtes de retour juste avant le Allo Malik de Malika Taillé, mais également dès demain matin, 5h. Entre-temps, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, très belle journée à tous. Merci beaucoup et bon courage à tous depuis ce matin, 5h, ceux qui sont réveillés très tôt. Nous vous accompagnons encore pendant un peu plus de 45 minutes dans votre pays matin. Carole Maté qui est là, qui revient très vite. Elle revient, vous savez dans quoi ? Dans 3 secondes.